Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin pour une conférence incroyable. J'avais choisi de vous parler de limites planétaires, mais j'ai préféré parler d'un sujet plus léger qu'on appelle les sujets climat-énergie. Je m'appelle Grégory Kotnarowski, je suis enseignant-chercheur dans une école qui s'appelle l'ESTA, qui est donc pas trop loin d'ici puisque c'est à Belfort, ça veut dire École supérieure des technologies et des affaires. Et ça fait une dizaine d'années que j'interviens avec ma collègue d'ailleurs, Sarah, qui est... On pensait qu'il y aurait qu'elle en fait, qui serait installée ce matin, qui intervient avec moi sur les sujets climat, énergie, économie. Quand on a commencé de faire ça il y a pas mal d'années, tout le monde nous disait c'est pas vraiment un enjeu. Et puis Vladimir nous a donné un coup de main, a un peu bousculé le marché de l'énergie et franchement on l'en remercie tout le temps. Vous voyez, comme vous l'avez compris, je m'appelle Kotnarowski, je suis d'origine ukrainienne et j'ai tout fait pour que ça arrive, mais que ça soit pas trop éclair. Cette phrase que vous voyez là, elle n'est pas de moi. À toutes celles et ceux qui ne pourront pas profiter des réserves d'énergie accumulées pendant 2 milliards d'années, c'est une phrase de David McKay, qui était donc un professeur à l'université de Cambridge, et qui a écrit ça il y a quelques années en nous faisant un petit bouquin qui est vachement sympa. Et pour ceux qui ça pourrait intéresser, c'est un vrai chercheur. Il a mis à disposition son bouquin gratuitement. Donc on peut le télécharger sur Internet. Il suffit de taper l'énergie durable, pas que du vent, et ça se récupère facilement. Donc, on va voir si on aura l'occasion donc de pouvoir en profiter encore quelques années. Comme je vous l'ai dit, je suis enseignant, donc j'ai un petit PowerPoint de 392 slides à passer à peu près en 40 minutes. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et en plus, on m'a dit que je pouvais faire ça de manière interactive. Donc c'est cool. Donc en fait, dans le principe de l'interaction, c'est que j'interagis avec vous. Et pour commencer cette interaction, ce que je vous propose, d'habitude, mes élèves n'ont pas le droit de faire ça, mais vous avez le droit de sortir votre smartphone parce qu'on va attaquer avec un petit quiz. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de taper votre vrai prénom, à part si vous avez bon. Alors attendez, a priori, pour que ça bascule d'écran, faut que je sorte du mode présentateur. Pourquoi il me fait ça? Voilà. Arrêtez le diapo. Super. Et en plus, ça marche. C'est super simple. Normalement, avec ton flasheur de QR code, même à cette taille-là, ça doit marcher. Pour ceux qui ont un flasheur de QR code, comme vient de le dire ma collègue, vous pouvez flasher le QR code. Pour ceux qui n'ont pas de flasheur de QR code, vous pouvez juste taper www.kahoot.it, pas .com, vous n'avez rien à installer. Ça va vous demander un code PIN, il est écrit là, et ça va vous demander votre nickname ou votre surnom, prénom, vous pouvez mettre. Et si tout va bien, vous devriez arriver là. La France est connectée, c'est déjà une bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Soit je vois 16 personnes connectées, soit au bout de allez, dans une trentaine de secondes, je me dirais qu'il y en a qui n'ont pas osé. Vous avez le droit de caresser l'écran de votre téléphone sans être pris pour quelqu'un de spécial, parce que sinon ça bascule en veille et vous êtes déconnecté. Cher ami de la technique, a priori on a tout testé, vous avez vu, je fais tout en même temps, donc il y a tout qui marche, c'est incroyable. C'est... Moi aussi. Enfin attendez, on va pas être confiant trop vite non plus. Déjà 10 personnes, pour ceux qui nous ont rejoints, autorisation de smartphone et de participer au quiz si vous le sentez. C'est pas une obligation. On a déjà 12 personnes, j'avais compté 15. Bonjour, bonjour, ça tombe bien, vous arrivez directement pour le quiz, la classe. Si vous êtes super rapide à vous installer, vous tapez sur votre smartphone www.kahoot.it, c'est ce qui est marqué là. Ça va vous demander un code PIN et comme ça vous pouvez même participer au quiz. J'attends encore 15 secondes, mais normalement, quand j'ai vu la moyenne d'âge des personnes qui sont rentrées, en 4 secondes 30, ça devrait être réglé. On en est à 13, mauvais chiffre. Quoique, Bouches-du-Rhône. Allez, encore 10 secondes et j'appuie sur démarrer. Pour ceux qui ont loupé les quelques mots d'introduction, je disais juste que j'avais parlé d'un sous-sujet qu'on appelle l'énergie et le climat. Vous l'aurez compris, je parle avec un peu de second degré.
L'énergie durable, pas que du vent. Et de mémoire, c'est Sustainable Energy Without the Hot Air, dans la version anglaise, la première. Eh ben, on a pas mal de monde, 22 large. Allez, c'est parti. Les questions apparaissent sur l'écran avec les modalités de réponse. Vous choisissez sur votre téléphone ce qui vous paraît être la bonne réponse. Combien de barils de pétrole sont consommés chaque jour dans le monde? Est-ce que c'est de l'ordre de 100 000, d'un million, de 10 millions ou de 100 millions? Le nombre de barils de pétrole consommés chaque jour dans le monde. Ah oui, j'aurais dû vous dire, il y a un timer de 20 secondes. Parfait. On en a quand même 3. Ouais, c'est bien 100 millions le bon chiffre. Est-ce que vous avez une idée du nombre de litres dans un baril de pétrole? Pas loin, mais c'est un truc d'anglo-saxon, ils ne pouvaient pas nous faire un chiffre exact. 164, on tente. 80. Donc, moi j'aime bien les ordres de grandeur, 2 fois moins que 160. 159. Donc 160, 150, on est bien. Si vous faites 100 millions fois 159, ça fait à peu près 16 milliards pour arrondir. 16 milliards de litres par jour. On vient d'atteindre la barre des 8 milliards de personnes sur Terre. 16 milliards divisé par 8 milliards, ça fait 2. Ça veut dire qu'en moyenne, par jour et par personne, on boit 2 litres de pétrole, très inégalement répartis. Ça veut dire aussi qu'on boit plus de pétrole que d'eau par jour. Ah, j'aurais pu ajouter. Est-ce que vous avez une idée au moment où vous savez de la crise Covid, chute des stocks de pétrole, enfin de la consommation de pétrole, l'indice West Texas Intermediate qui tombe à moins 38 dollars, même dans la série Dallas, on n'avait jamais vu ça. Est-ce que vous avez une idée de quelle était la baisse de la consommation de pétrole à ce moment-là, au moment où le pétrole a atteint moins 38 dollars, notamment pour le shale oil américain? Non. 30%. Allez, on ouvre. 2%. On a baissé de 2%. Ok, non, mais on tente. Hein. La consommation. On a baissé la conso de 2%, on ne consommait plus que 2%. On a baissé de 2%. D'accord. Donc fourchette basse, on va dire 2%. Il y en a qui tentent une fourchette haute. C'était 10%. Donc on est passé à peu près de 100 millions à 90 millions de barils jour. Vous avez vu ce qui s'est passé notamment sur les marchés internationaux. Si on regarde l'outlook de BP pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ils nous disent qu'il faudrait qu'on passe à 23 millions de barils. Donc vous voyez ce qui s'est passé quand on passe de 100 à 90. Imaginez ce qui pourrait se passer si on passe de 100 à 23. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ça va bien se passer. Où est Denis? Ah, je pense qu'on peut applaudir Denis. Quelle est la consommation mondiale d'énergie par an? Est-ce que c'est 1600 TWh, 16 000 TWh, 160 000 TWh, 1 600 000 TWh? On est en ordre de grandeur. On aura pu rajouter encore quelques TWh. Il vous reste 3 secondes si vous doutez. Joli. Alors, la réponse verte n'est pas toujours la bonne réponse. On peut te donner ça. Environ 170 000 TWh. Que représente la part des énergies fossiles dans ces 160-170 000 TWh selon vous à peu près? Pourcentage? 70%. Non, je vous en prie. Entre 70 et 80%, quoi. Ah non, pardon, c'est 70-90, mais on a quand même 80. Ouais, c'est pas mal, à peu près 80% d'énergie fossile dans le mix. Donc un monde décarboné, c'est un monde où baisse ces 80% d'énergie fossile. Encore une fois, ça va bien se passer. Je sais que le second tour de l'élection présidentielle en France, c'était le débat entre une centrale nucléaire et une éolienne. C'était juste oublier 80% du problème, même si la corrosion sous contrainte est un vrai sujet en France. J'ai bien fait de t'envoyer les réponses du quiz avant, Denis. Hein. T'as vu, ça aide, hein. Essaye d'en louper 2-3 quand même, parce que ça va finir par se voir. Sur ces 160 000 TWh, quel est le pourcentage selon vous consommé par l'Afrique? Est-ce que c'est environ 3%, 6%, 9% ou 12%? Je parle bien de l'ensemble du continent africain, un peu plus d'1 milliard d'habitants, de personnes. Il vous reste 4 secondes pour vous planter. Ou la bonne réponse.
Vous n'avez pas osé, hein. Vous n'avez pas osé. Ouais, environ 3%, 15% de la population mondiale pour 3% de la consommation d'énergie, malgré beaucoup de choses qu'on entend. Non, le problème n'est pas en Afrique. Le halo autour de Denis. On fire, Denis. Mais beau gosse talonne. Enfin, BG, j'ai compris que c'était beau gosse, hein, je sais pas. Même base, mais maintenant pour Asie-Pacifique, vous apprécierez le côté non caricatural des images qui ont été utilisées. Environ 15%, 25%, 35% ou 45%. Mais des fois, la réponse verte est la bonne. Donc on est dans l'outlook de British Petroleum, 45%. Alors, je vous apprends ce qu'il y a en Asie-Pacifique. Il y a la Chine, il y a l'Australie, il y a le Japon. Et dans l'outlook de BP, ils ont aussi rajouté l'Inde. Alors certains me disent « Ah ouais, mais l'Inde, ça change tout ». Mais l'Inde, c'est un peu comme l'Afrique, c'est 3% de la consommation énergétique mondiale. Donc en l'occurrence, l'Inde ne fait pas basculer ce ratio-là. À peu près la moitié de la population mondiale pour la moitié de la consommation d'énergie. Là-dessus, on est plutôt sur un trend équilibré. On apprend que Taha a le plus grimpé. Quel est l'ordre des énergies les plus consommées? Est-ce que c'est pétrole, charbon, gaz, pétrole, gaz, charbon, charbon, pétrole, gaz, charbon, gaz, pétrole? Je peux vous donner un petit coup de main sur cette question. Le gaz n'est pas en premier. Je n'ai pas parlé d'un coup de main utile. Tout va bien. Je comprends ceux qui sont plantés entre pétrole, charbon, gaz ou charbon, pétrole, gaz, parce que ça se tient pas trop mal. Donc en fait, rien à voir avec charbon, gaz, pétrole, parce que là, le gaz vient réellement quand même derrière, même s'il est en progression. Pour vous donner une idée, donc le pétrole, c'est effectivement l'énergie la plus consommée au monde, c'est l'énergie de la mobilité. Je suis ravi de voir une voiture derrière comme ça. Le charbon, par contre, c'est l'énergie qui a le plus progressé entre 2000 et 2012 à peu près, l'essor de la Chine. Pour vous donner une idée, ordre de grandeur, la Chine mettait en exploitation une centrale à charbon par semaine pendant 10 ans. L'équivalent du parc nucléaire français installé chaque année pendant 10 ans. Nous, on est à un EPR presque en 15 ans. On va bientôt le sortir. D'ailleurs, on a dit l'EPR 1, on arrête, on passe à l'EPR 2. Je ne vous parle pas des réacteurs à neutrons rapides. Le gaz vient derrière, même si effectivement c'est une énergie en progression, notamment en Europe. Mais qui sait, ça va peut-être venir un peu plus difficile en ce moment. Conjoncturel, je ne sais pas. Merci Denis. Bel esprit. Camaraderie. Quelle est la consommation d'énergie primaire d'un Qatari? Je ne vous ai pas fait l'offense de faire ça pendant la Coupe du Monde. En 2019, en énergie directe, donc hors énergie importée ou énergie grise, est-ce que c'est de l'ordre de 200 000 kWh, 20 000, 2000 ou 200? Ah, vous n'avez pas osé, hein. La majorité, on est d'accord que c'est annuel, hein. Annuel, 200 kWh. 200 kWh, ça ferait quand même vraiment pas beaucoup, hein. Vous avez une idée de votre consommation annuelle de Français? Non? Bon, ça tombe bien, la question sera posée. 200 000 kWh, alors c'est en intégrant le fait que les Russes sont climatisés. Mais c'est avant stade de foot climatisé. Je vais vous donner un chiffre qui permet de comprendre cet ordre de grandeur juste après. Ça tombe bien, c'est la prochaine question. Donc un Qatari, 200 000 kWh. Bah, c'est la même question, mais vous remplacez le Qatari par un Somalien. Et là, vous êtes vraiment, ce n'est pas 200 000. Ce qui vous donne plus qu'une chance sur 3. Là, vous avez osé. Un Qatari pour 1000 Somaliens, hein, donc c'est l'ordre de grandeur. Pour essayer de se représenter, même si alors le facteur de conversion va être valable, mais par contre, ce n'est pas intégré dedans. Est-ce que vous avez une idée de vos besoins en énergie calorique, physiologique, en kilocal par jour? Normalement, tous. Pardon?
Ouais, 2000 kilocals, 1500, 2000 en fonction de votre masse musculaire. Enfin, si vous convertissez 2000 kilocals en kilowattheure, ça c'est une conversion physique, elle fonctionne. Ça fait entre 2 et 3 kilowattheures. Je vais prendre 3 fois 365, vous voyez que ça fait une valeur supérieure à 1000. 3 fois 365, donc supérieur à 1000, alors que le Somalien, il a 200 kilowattheures. Ça veut dire qu'en fait, sa consommation d'énergie ne correspond même pas au niveau des besoins physiologiques humains. Et là, je viens de vous apprendre un truc que vous ne saviez pas. En Somalie, on crève de faim. Oui, c'est le quiz des bonnes nouvelles. Je vois que certains connaissent Djibouti, l'Éthiopie. Bah maintenant, c'est la même question, mais pour un Français. Donc, c'est ni 200 000, ni 200. D'ailleurs, ça vous aide bien, puisque je ne les ai pas mis. C'est 20 000, 40 000, 60 000 ou 80 000. J'ai bien dit en énergie primaire, pas en énergie finale. Et si ce que je viens de dire veut rien dire pour vous, ben on est bien. Belle distribution. Ouais, environ 40 000. Alors, si on est précis, c'est 42 000 kWh dans l'Outlook de BP. 40 000, c'est le bon ordre de grandeur. Si j'avais raisonné énergie finale, on l'aurait à peu près divisé par 2 pour arriver autour de 20 000. Si vous avez 20 000, il y en a 3 ici qui sont pris pour des Argentins. Je vois qu'on a 7 Américains, le 80 000. Les 60 000, on avait 9 Canadiens, entre un Français et un Américain, pour vous situer. Normalement, la prochaine question, c'est la question de rapidité. Vrai ou faux? La majorité de l'électricité dans le monde, elle est produite par le nucléaire et les énergies renouvelables. Est-ce que de dire ça, c'est vrai ou c'est faux? Il y en a qui n'osent pas cocher, là. Normalement, le timer, il s'arrête si tout le monde ose cliquer. Allez-y, allez-y, allez-y. Pas de risque. C'est effectivement faux, bien sûr. C'est français de dire que la majorité de l'électricité, elle est produite par le nucléaire et les ENR. Mais dans le reste du monde, elle est produite majoritairement par quel combustible? Du charbon. 2 tiers du charbon mondial est utilisé pour produire de l'électricité. C'est aussi l'énergie, quand on la brûle, qui est la plus carbonée. Donc quand on dit, tiens, il faut absolument rouler avec une voiture électrique, il faut quand même regarder un peu comment est produite l'électricité. Si on se dit, on va absolument qu'elle soit faite avec de l'hydrogène, c'est intéressant de s'intéresser à comment est produit l'hydrogène. On entend toujours parler d'électrolyse de l'eau, d'ailleurs sans jamais quelqu'un qui nous dit quel est l'électrolyte qu'on va utiliser. Et de l'autre côté, elle est majoritairement produite par vaporéformage de méthane. Et quand vous vaporéformez du méthane, le CH4, bah, ça fait du CO2. Donc c'est le fameux hydrogène gris. Ça vaudra le coup de regarder un peu plus les ACV dans les années à venir. Même si je sais que c'est l'énergie d'avenir, et je ne ferai pas l'affront de dire ça dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Heureusement que je suis resté en Alsace aujourd'hui. Valentin, c'est qui Valentin? C'est chaud Valentin. Euh, il te reste une dernière chance de rester devant Denis. Qui a les réponses du quiz? Quel est le premier secteur d'émission de CO2, donc pas de gaz à effet de serre, c'est bien CO2 dans le monde? Est-ce que c'est le transport, les bâtiments, l'industrie ou la production d'électricité? C'est la dernière question de ce quiz. Et j'arrête de vous embêter. La réponse correspond à la question précédente. Je vois que vous avez majoritairement répondu le transport, et ça aurait été vrai si j'avais remplacé dans le monde par en France. En France, effectivement, le transport, c'est le premier secteur d'émissions de CO2. Pour les 4 qui ont répondu les bâtiments, non, non, en fait, il n'y a pas une bonne réponse. C'est le premier secteur de consommation d'énergie en France, mais le deuxième secteur d'émissions de CO2. L'industrie, alors l'industrie, je comprends à la rigueur, c'est bon si dans l'industrie, vous avez intégré, et ça serait compréhensible, la production d'électricité. Sauf que si je segmente les deux, selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 liées à la production d'électricité, c'est aux alentours de 40%. L'industrie à l'échelle mondiale, c'est 40% des gaz à effet de serre, mais la production d'électricité, c'est 40% des émissions de CO2 mondiales. Donc quand on dit, tiens, on va tout faire à l'électrique, encore une fois, vous voyez, ça vaut le coup de s'interroger sur comment on va produire l'électricité.
Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est énergie et résilience, les enjeux de l'industrie. Je crois que c'est un enjeu fondamental pour l'industrie. Je l'espère tout du moins. Mais quand j'ai dit tout ça, ce n'était pas le plus important. Le plus important arrive maintenant. Qui a gagné? Je crois qu'on peut quand même applaudir. Ta, c'est qui Ta? Bravo Ta. Félicitations, bravo Ta. Jonathan aussi, mais surtout, est-ce que c'est resté jusqu'au bout? Valentin, bravo Valentin, félicitations. Je vais tenter de dire environ 40%. Pardon, 27. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai dit 40. Donc 27% de taux de bonne réponse, ça nous montre qu'il y a encore un petit enjeu de compréhension des enjeux de l'énergie. Donc avant de vouloir régler le problème, c'est bien de le comprendre déjà, le problème. Et je pense qu'en fait, ces ordres de grandeur permettent d'essayer de comprendre le problème où on en est. Et je vois qu'il y en a quand même 27% qui en sont conscients. Et ça me rassure. Quand on a dit tout ça, on peut rebasculer sur ce super PowerPoint de 380 slides, comme je vous le disais, qui est en train d'arriver. Et en plus, la tech fonctionne. Franchement, là, je la mets à... Hein, je teste tout, là. J'en suis qu'au début. Le quiz, on l'a eu. La seule chose dont je sois sûr, c'est que la réponse à nos questions sur l'énergie durable va exiger quoi, selon vous? En un mot, c'est de David Mackay, c'est pas de moi, c'est pour ça que vous avez le début du quote. C'est le moment où vous ne prenez pas de risque à dire une mauvaise réponse. Des sacrifices. Joyeux, joyeux. De l'innovation, ouais, ça, technologique, pas que. Sacrifice, innovation, ouais. De la préparation, de la proaction, ça veut dire, tiens, on a anticipé les événements qui vont venir, un petit peu comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Ouais, on est les rois de l'anticipation. De la... Ouh là là. Ouh là, Timothée Parix sort de ce corps. C'est celui qui a écrit l'économie de la décroissance, là, qui est un ouvrage qui vient de sortir assez récemment, une super thèse de doctorat pour ceux qui veulent le lire. De la preuve, il en a fait un bouquin qui en plus se vend. C'est absolument incroyable. Ouais, peut-être, mais on n'est peut-être pas au bon endroit pour sortir ce genre de mots. C'est super tendu là. Hein. Enfin, ça, je peux le faire dans mon monde de prof. Les profs, voilà. Économie de la décroissance. De toute façon, nous, on l'a déjà fait, on n'est pas payé. Je pourrais pas aller plus bas. Vous allez voir, c'est fun. Hein. Ouais, des chiffres, ouais. Ouais, je vous l'ai dit, c'est pas de moi, c'est toujours de ce monsieur-là qui s'appelle Mackay. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont plein de solutions, mais en fait, quand on veut les mettre à l'échelle, vous savez, par exemple, les CSI, les Carbon Capture and Storage, capture carbone, on a une technologie capture carbone, bon, ça permettra de capter 0,00001% des émissions de CO2 mondiales. Ouais, c'est vraiment le truc qui nous manque pour régler le problème à court terme, là. On se rappelle que les enjeux, c'est 2050. Hein, donc ceux qui sont en train de réfléchir à des protos pour faire des séries qui sont massifiées à l'échelle mondiale et qui répondent à l'enjeu, j'ai hâte de voir les cagueurs de ce type de technologie. Je pense qu'à mon avis, là, on va avoir des chaînes. J'ai entendu des gens qui développaient des chaînes automatisées. Je me suis dit, j'espère qu'elles vont cracher très très vite quand même. Est-ce que nous sommes d'accord sur le constat? Donc là, c'est la partie top-down. Ouais, j'ai réutilisé ton graphique parce que je trouve qu'il est super beau. Je me suis arrêté aux alentours de 2019. Hein, à l'époque, on n'était qu'à 35 milliards de tonnes de CO2 mondial. Tout va bien. On voit que les COP, et notamment Sharm el-Sheikh, a quand même tout changé. Hein, enfin, je veux dire, d'ailleurs, comme les précédentes. D'ailleurs, à chaque fois que ça change, c'est quand on a un problème. Premier choc pétrolier, second choc pétrolier, crise économique de 2008-2009, quand on a vu les répercussions. Et j'ai été sympa pour éviter de nous faire stresser. J'ai pas rajouté le Covid. Mais on a atteint les objectifs grâce au Covid. On l'a fait, les moins 6% par an. Bon, il faudrait juste un Covid par an maintenant tous les ans jusqu'à 2050 pour que ça tienne, mais ça va bien se passer encore une fois. C'est cool hein, d'être prof pour ça, c'est qu'on peut juste dénoncer en n'ayant pas de solution. Hein. Ça, c'est mon métier. Quand on a dit ça, et là, parce que les bons profs, ils savent faire des super PowerPoint, je vous montre un truc qui a l'air super lisible. Je descends, même si ça ne plaira pas à la tech, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, vous savez, enfin, 2 degrés, mais ça serait bien qu'on fasse 1,5 degré. Il y a un rapport, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un organisme qui s'appelle le GIEC, qui fait des fois un ouvrage intéressant, qui fait quelques milliers de pages, mais qui vaut le coup d'être lu. Quand on s'ennuie un peu, c'est le stock qui nous reste d'émissions de carbone à l'échelle mondiale pour essayer d'atteindre le 5 degrés. Et c'est environ, donc, allez, on va dire qu'ils se sont plantés, mais on va se dire à peu près 500 milliards de tonnes.
500 milliards de tonnes. Aujourd'hui, on a dit 35 milliards de tonnes de CO2, mais c'était que CO2. Si on fait CO2 équivalent, qu'on intègre tout ce qui est méthane, protoxyde d'azote, on arrive à 50 milliards de tonnes par an. Bah donc le stock, 50 fois 10, hein, je suis assez bon dans les calculs pointus, 50 fois 10, ça fait 500. Donc quand on vous dit qu'il reste à peu près une dizaine d'années pour être capable de tenir l'objectif des 1,5 degré, ça c'est dans le cas où on n'émet plus que 500 milliards et qu'on arrête. Bon après on va me dire il y a les puits de carbone naturels, 10 milliards de tonnes, donc ils en captent 10 les puits de carbone naturels, 10 milliards de tonnes de CO2 à peu près par an, et nous on en émet 50 milliards. Bon bah il y a juste un petit facteur 4-5 à être capable d'adresser tout ça en quelques années. Ça va bien se passer, hein. La décroissance. Mais vous inquiétez pas, hein. Bon, après, si on loupe 1,5 degré, on pourra toujours dire 2 degrés. Alors on pourra aussi se dire, tiens, 1,51, 1,52, 1,53, plutôt que se dire, bon, on a loupé 1,5 degré, passons à 2. Hein. Mais tout ça n'est pas le plus important, parce que le plus important, il arrive maintenant. Oh, j'ai été un peu vite, pardon, la courbe est un peu plus petite, mais c'est pas grave. C'est la consommation d'énergie avec nos émissions de CO2 mondiales. On l'a dit, c'est majoritairement du fossile, donc on a une corrélation très forte qui n'est qu'à 99%. Corrélation, pas causalité, quoique. On consomme de l'énergie, ça émet du CO2. Normal, c'est majoritairement des énergies fossiles, et on le voit ici. C'est un graphique que vous devez probablement connaître. L'objectif, a priori, c'est qu'on sort du charbon, vous savez, l'énergie qui a le plus progressé, du pétrole, celle dont on a toujours besoin massivement, du gaz, parce que pour se chauffer, pour certains process industriels, c'est compliqué, mais c'est vrai que le sujet fondamental, c'est tout ce qu'on a au-dessus, le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai remis en baseline, 80% de l'énergie consommée provient des énergies fossiles. Mais enfin, et ça, ici, ça peut vous intéresser, c'est ça. Vous l'avez peut-être déjà vu, les amoureux de Jean Covici l'ont déjà probablement vu également. Quelques shifters dans la salle? Non. Vous avez raison, shiftons pas, ça sera triste. Si on dit que la consommation d'énergie et les émissions de CO2 mondiales sont corrélées, ce qui est intéressant, c'est de le regarder avec le PIB. Ah bah tiens, c'est pas de bol parce que c'est corrélé aussi. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je ne vais pas parler de causalité. Il y a une corrélation. Baisser la consommation d'énergie mondiale, si je regarde juste sur les logiques de corrélation, bah ça voudrait dire décroître. Et ça, c'est pas dogmatique, c'est mathématique. Donc un monde en contraction énergétique est un monde potentiellement en contraction économique. Donc quand toutes nos hypothèses budgétaires sont basées sur une hypothèse de croissance, eh ben, bon courage pour être capable de le faire avec une hypothèse de croissance négative. Ouais, c'est plus sympa de parler de croissance négative que de décroissance. Donc le constat, je ne sais pas si on est d'accord sur ce constat, mais pour moi c'est celui-là, et encore une fois, ce n'est pas un constat que je fais moi, tout ça vient de données qui nous proviennent de l'Outlook de BP, du GIEC et de la Banque mondiale. Et je ne suis pas tous ces organismes en même temps. Mais la question, c'est quels sont les leviers pour décarboner notre consommation d'énergie. Et donc ça tombe bien, parce qu'on est dans le lieu de la décarbonation, le BE 4.0. Il y avait un monde avant BE, un monde après BE. C'est quoi pour vous les leviers pour décarboner notre consommation d'énergie? N'ayez pas peur. Vendre des voitures, se former, mutualiser les infrastructures. Clairement oui. Je ne l'ai pas mis là parce que ma liste est non exhaustive, mais vous avez raison. Économie de fonctionnalité et de la coopération. L'innovation, peut-être. Alors, il y en a un qui fait toujours rêver. Je crois que Macron n'a pas osé sortir le mot l'autre jour. Faire preuve de sobriété. La sobriété, c'est un des leviers qui marche bien. La sobriété, on est d'accord, vous chauffez à 21 chez vous, vous dites, on est bien 17. Sans bouger. Pas encore sous la couette. Mais au bureau aussi. Tiens, j'avais décidé de partir en vacances de l'autre côté de la planète. Ou alors d'aller coloniser une autre planète. Certains parlent de Mars, mais d'autres parlent de Vénus. A priori, c'est la salle qu'on nous a donnée ce matin. L'électrification, encore une fois, ça dépend si l'électricité est décarbonée. Ça peut être une des solutions, mais ce n'est pas forcément la solution. Et puis parce que là, je crois fondamentalement aux acteurs qui sont présents ce matin sur ce salon. L'efficacité énergétique, on a des améliorations de l'efficacité énergétique des systèmes et des process industriels depuis maintenant une cinquantaine d'années. Bah, il n'y a plus qu'à continuer. Alors, le problème, c'est que quand on plafonne au niveau de certains rendements, je veux dire, à ce que la physique permet de faire, alors soit la physique va se transformer, et ça, franchement, moi, j'y crois fondamentalement. Les lois de Carnot, je me dis, le mec, Carnot, il a dû se planter à un moment. Soit on aura du mal à faire certains gains.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est celle-là, et on va tenter d'y répondre ensemble. Est-ce qu'on peut vivre sans les combustibles fossiles? Là où le ministère de la Transition écologique, où j'intervenais il y a quelques jours, mais quelques temps à le faire, nous je vous propose qu'on règle le problème en 10 minutes. Comment ça va se représenter? Ça va se représenter avec deux piles. On va simuler une pile de conso, entre guillemets un peu un français moyen, et une pile de production en face, et on va voir ce qui se passe. Donc avec cette fameuse question filigrane, est-ce qu'on peut vivre sans les combustibles fossiles? Dans cette pile, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les transports, tous les moyens de transport possibles. Je vais mettre le chauffage, le refroidissement, parce que certains ont pu utiliser de la climatisation, ou peut-être même un réfrigérateur d'ailleurs. L'éclairage, les appareils électroniques et autres équipements électriques, pensez à un grille-pain par exemple. La nourriture, il nous arrive de manger. La fabrication de biens manufacturés, il me semble qu'il y a quelques représentants de process industriels, et les services publics, parce que je sais que je dois disparaître, mais qui sait, peut-être que vous aurez besoin encore de l'hôpital public également, ou de l'arme de dissuasion nucléaire, on ne sait jamais. Avec en face une pile, alors on sort des énergies fossiles, hein, donc vous n'allez pas retrouver les énergies fossiles dans cette pile. On va mettre des éoliennes terrestres et offshore, on va mettre du solaire thermique pour chauffer de l'eau, du photovoltaïque pour produire de l'élec, on va mettre de la biomasse qui peut être solide ou liquide, les agrocarbes. On peut mettre de l'hydroélectricité. En France, on en a beaucoup pour produire de l'électricité, notamment après le nucléaire. Les vagues, l'énergie motrice, le futur. Les marées, l'énergie marémotrice, pensez au barrage de la Rance, créons des estuaires. La géothermie qui peut être électrique. On peut mettre une turbine. La plus grosse unité est à Bouillante en Guadeloupe. Ça doit s'appeler Bouillante parce qu'il y aura de l'eau chaude en dessous. Et le nucléaire, et ça, je m'occupe pas de la. Vous voyez, j'ai mis une petite nuance, durable, point d'interrogation. C'est pas moi qui réponds à cette question. Il y a une quinzaine d'années, je faisais mon travail dans ce qu'on appelait encore l'accompagnement économique du laboratoire de Bure-Saudron, qui s'appelle aujourd'hui CIGEO, le centre de stockage des déchets radioactifs. Vous inquiétez pas, on a réglé le problème pour 500 000 ans. Bon, on a du mal à régler le problème pendant 10 ans, mais dans 500 000 ans, c'est ce qui va se passer. Si à la fin de notre petit exercice, vous avez vu la qualité du mouvement du support, on a un truc qui ressemble à ça, ça veut dire en synthèse, vous allez voir qu'il faut être physicien, là, une pile de conso qui est inférieure à la pile de prod, je vous le donne en 1000, on aura gagné. Parce que si on consomme moins que ce qu'on est capable de produire, ça tient. Mais vous l'avez compris, et là je fais appel à votre perspicacité. Si à la fin ça ressemble à ça, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Mais pas de sobriété, pas pour nos générations. On va laisser ça, moi j'ai 2 enfants de 4 et 6 ans, je leur dis sois sobre. Donc on aura perdu. Qui on est? Le français moyen ressemble à quoi? Selon moi il ressemble à ça. Un mec qui aime la sape. C'est un agent territorial qui vit en couple avec 2 enfants, enfin 2 petits ogres, dans le nord de la France, pas de la Franche-Comté, de la France, à la campagne parce qu'il pourrait faire flipper les voisins. Il travaille à 25 km de chez lui, il fait le voyage en 5 jours sur 7, il utilise un véhicule familial qui consomme 7 litres au 100, bah ouais, il faut quand même tenir les 2 gamins pour partir en vacances. Il renouvelle en moyenne tous les 5 ans. Moyenne un peu haute. Il se déplace en famille pour aller une semaine à la montagne, parce que c'est sympa d'aller au ski quand même. 2 semaines de vacances d'été à Nice, parce que le nord de la France est quand même moins cool que la promenade des Anglais. Il rend visite à sa belle famille sur Toulouse, et il va une semaine à Marrakech, a priori pas en char à voile, il va en avion. Et enfin, il fait quelques déplacements en train pour se donner bonne conscience, 2000 km par an en trajet de nuit. Logement de 100 mètres carrés de 2002, il n'a jamais fait de réno, chauffé au gaz, température de confort 20 degrés. Il a changé tous les équipements électroménagers il y a 8 ans, donc c'est pas du A++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 +
une douche de près de 10 minutes. Certaines personnes me diront, c'est long 10 minutes. Ceux qui ont les cheveux longs me diraient, non, ça va quand même, c'est rapide. Alimentation, il mange de tout, il ne boit pas de canette parce qu'il n'aime pas les sodas, mais il boit du pinard. Il fait ses achats à l'hypermarché le plus proche, se soucie pas des emballages. D'ailleurs, il trie pas ses déchets parce qu'il a compris que ça servait à rien. Numérique, chaque membre de la famille dispose d'au moins un ordinateur, une tablette et d'un smartphone pour jouer à Warcraft, c'est surprenant, ou Call of Duty pour la jeunesse, ou la jeunesse de moins en moins jeune d'ailleurs. Et il aime également regarder des vidéos sur YouTube, hein. Il n'a absolument pas raté les dernières séries sur Netflix, et d'ailleurs il laisse la télé allumée parce qu'une bonne émission de Pascal Pro le soir, franchement, ça donne envie d'aller dormir. Et enfin, textile, 600 € par an. 600 € par an, c'est fringues plus chaussures, parce que sachez que c'est la moyenne nationale selon l'INSEE, d'où la barre à 600 €. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de simuler. Est-ce que ça vous paraît hallucinant comme mode de vie? C'est pas complètement dingue, quoi. J'ai pas mis Paris-New York toutes les semaines, quoi. Et pour être capable de comprendre quelle va être la logique, si je prends l'exemple de calcul pour ce qui va se passer pour la voiture, puisqu'on avait tout des usages. Moi, je vais essayer de représenter des piles de conso, des piles de prod en kilowattheures par jour, pour qu'on évite d'avoir des grosses unités impossibles à lire.
Bah, pour faire des kilowattheures par jour, il faut la distance parcourue par jour, fois la valeur calorifique ou la densité calorifique du pétrole, divisé par la distance par unité de volume de carburant en kilomètres par litre. On a plus l'habitude de dire 7 litres au 100 km. Ça va donc ressembler à une formule qui va ressembler à ça. Je vous donne tout complètement comme ça, c'est fait. Ça fait 36,3 fois 10. J'ai arrondi la densité calorifique. Divisé par 14,3, qui veut dire 100 divisé par 7, en fait, ça fait 25 kWh par jour. On voit bien que j'ai supprimé les par litre, les kilomètres, et à la fin, il me reste les kilowattheures, et donc le 36,3, c'est la valeur moyennée par jour. Donc si tout va bien, à la fin, on a une valeur de 25 kWh par jour, et je vous propose qu'on bascule dans le simulateur pour voir si c'est bien ce qu'on va avoir. Et j'en profite juste au passage pour demander à la tech. Il me reste combien de temps, monsieur? Il me reste combien de temps? 10 minutes? Oh, je suis super large. Tranquille. Excusez-moi, ça me demande forcément, ça je savais que je ne pouvais pas l'anticiper, c'est d'activer, parce qu'il y a vraiment un calculateur derrière, donc je suis obligé d'activer tout un système de macros. Voilà, vous allez voir, c'est très beau, surtout si ça marche. Là, c'est le moment où je suis en prise de risque maximum avec un outil, on espère que ça marche. Exécution du premier script, et là je mets la tech sous tension. Surtout le réseau d'ailleurs. Voilà, on retrouve notre bonhomme, notre persona. Et on va aller chercher des piles de conso et de prod. Allez, si tu veux bien tourner, ce serait sympa. Voilà, super. Pour l'instant, on n'a rien, c'est une bonne nouvelle. J'ai plein de petits boutons, j'ai une pile de conso. Le personnage, je l'ai appelé Camille, parce qu'on ne sait jamais si c'est un garçon ou une fille. En kilowattheure par jour, on le disait, conso et prod, donc à la fin, là, on aura les deux piles. Je me disais que ça coûtait rien de ramasser l'empreinte carbone au passage, puisqu'il suffit d'avoir des facteurs d'émission ramenés en kilowattheure par gramme de CO2. Donc là, en l'occurrence, l'objectif à la fin, ça sera d'atteindre, vous savez, les fameuses 2 tonnes, voilà, dont certains nous disent qu'on part en moyenne à 10 tonnes. Selon vous, dans tous les usages que vous voyez là par rapport au mode de vie que je vous ai décrit, c'est quoi le plus gros pile de consommation en kilowattheure par jour que je vais avoir? Popcorn, hein, prenez pas de risque. Alors, je les ai pas forcément rangés dans l'ordre, hein, ça serait un peu trop facile. Donc, on entend l'avion. J'en ai une personne pour l'avion. Bah écoutez, on va voir ce que représente l'avion. L'avion, on a dit qu'il allait à Marrakech. Hein. Et donc là, à chaque fois, éventuellement, est-ce qu'il me l'a chargé ou pas? Je suis obligé de lui faire un petit refresh. Je tente le petit refresh. Voilà, c'est bien arrivé. Voilà, l'avion, il est bien là. Voilà. Donc, hein, je vous montre bien que c'est l'avion pour qu'on me dise pas t'es sûr que c'est l'avion? Ouais, c'est l'avion. Ça revient donc à 6 kWh par jour et par personne. Oui. Là, vous êtes sur de l'usage direct. On est d'accord. Le numérique. On tente le numérique. Vous savez, les Call of Duty, Warcraft, la télé allumée, machin. Script terminé. À chaque fois, il faut que je lui refasse. Ah, il a bien voulu le faire. Alors là, vous voyez, il y a 2 piles qui sont apparues. Pourquoi il y a 2 piles? C'est parce que j'ai de la consommation, effectivement, d'énergie directe. Alors, il y a marqué usage des produits bruns, produits numériques. Ça, c'est pour les vieux comme moi qui parlaient à l'époque en produits bruns et en produits blancs. L'électroménager, la télé, la hi-fi, les choses comme ça. Donc, usage des produits bruns, mais vous aviez raison. Il a bien fallu quand elles tournent, ces infrastructures, certes, chez vous, vous l'avez branché, mais a priori, quand je suis sur Call of Duty, c'est pas vous qui avez les serveurs de Call of Duty chez vous. Et donc, il y a une pile d'énergie grise associée à ça. Voilà. Et donc, vous retrouvez les 11 kWh par jour, et c'est pas pour rien qu'il y a marqué EG, EG étant l'abréviation d'énergie grise. Pour ça d'ailleurs que la pile est en gris. Ouais, je suis assez créatif, je suis un marketeur dans l'âme. Mais on peut continuer, c'est quoi les autres usages selon vous? Chauffage. Ah, chauffage. Chauffage à 20 degrés, chauffage gaz. Boum. Il est là. Chauffage fossile, chauffage gaz. Ça aurait été un chauffage fuel, ça aurait été pareil. Ouais, 25 kWh, vous voyez, ça fait de la belle pile. Effectivement. Je vous aide, hein. En France, on dit souvent, c'est transport et chauffage. Donc ça aurait pu être l'avion. Mais la voiture, ça se mérite un peu aussi. Donc là, vous voyez une pile qui est arrivée ici et une autre pile grise. Qu'est-ce que c'est cette autre pile grise? Ça, c'est quand je roule avec ma bagnole. Vous savez, le fameux 25 dont je vous ai fait le calcul avant. Donc là, on voit bien que c'est
La pile de 25 est apparue, mais la bagnole, aux dernières nouvelles, il a fallu la fabriquer. Alors ceux qui me disent des fois, mais moi j'ai pas une pile de conso autant parce que je fais que du covoiturage. Ok, mais si en fait on veut tous covoiturer, il y a quand même un moment, on est quand même content qu'il y ait un mec qui arrive avec une bagnole, quoi. Donc il a quand même fallu la fabriquer, cette bagnole. Ben là on le retrouve, et forcément elle est liée au taux de renouvellement. Et vous voyez, 42 kWh par jour. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas de l'électricité ou de l'énergie consommée chez nous. C'est vrai, mais en même temps, si tout le monde se dit qu'il veut délocaliser son industrie autre part, a priori, en fait, il y a un moment, il n'y a plus d'industrie nulle part, quoi. Donc il faudrait quand même être capable d'internaliser certains process industriels. Tout ça, il a fallu construire des bâtiments, des routes aux dernières nouvelles. Vous savez, on dit toujours le secteur de la construction, c'est très sale, c'est très émetteur. C'est vrai que c'est émetteur, mais si on regarde énergétiquement, ramené en kilowattheures par jour et par personne, des bâtiments et des routes, en fait, c'est quand même pas si lourd que ça. Vous voyez, c'est le petit bloc qui est arrivé là. Bon, c'est pas cool les routes, hein. L'éclairage, ah ouais, faut qu'on change tout l'éclairage public, faut qu'on bascule en LED, machin. Ah oui, voilà, ça y est, il est arrivé, hein. L'éclairage, il est là. Voilà, ça change tout l'éclairage, hein. C'est fondamental, hein. Il est bien là, il est bien là. Lavage, cuisson, nettoyage, refroidissement. Voilà, c'est arrivé là. Donc un lave-cuit net ref. Alors certains m'ont cru une fois que c'était la table de Mendeleïev. Je me suis dit bien sûr, ça veut dire lavage, cuisson, nettoyage, refroidissement. C'est vraiment une typologie de terre rare qu'on a du mal à retrouver dans les tables. Voilà, c'est la fameuse douche de 10 minutes, les plaques de cuisson qui tournent. A priori, vous avez peut-être un lave-linge, un lave-vaisselle, voire même un sèche-linge, et vous avez un réfrigérateur et un congélateur. Le fait de manger, donc là on est sur, vous avez vu, une alimentation, on mange de tout, hein, qu'on appellerait de manière très moderne flexitarien. Donc pas plus d'une côte de bœuf par semaine, uniquement le week-end, samedi soir. Voilà, c'est la pile se nourrir, effectivement, parce qu'il y a quand même des engins agricoles, il a fallu fabriquer des engrais, des pesticides, on va les retrouver ici. Est-ce que j'ai oublié un bloc là-dedans? Non, je crois pas, je crois que je l'ai tous cliqué dessus. Ah, le train, ah pardon, j'ai entendu le train, vous avez raison, le train. Alors là, vous voyez, c'est vraiment la question que quand on le fait tourner, le train, on se demande toujours s'il est vraiment apparu. Ouais, il est apparu, je le vois. Ah, voilà, il est là. Si vous pouvez privilégier le train, faites-le. Je sais que pour venir jusqu'à BE 4.0, c'était super facile. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a un certain nombre d'usages qui nous manquent. A priori, aux dernières nouvelles, soit vous me dites que votre réfrigérateur est fabriqué en bas de chez vous, et je me dis c'est cool, vous êtes en circuit court. Il y a quand même des produits en circuit court, c'est chaud. Et local et de saison encore plus. Donc il a fallu nous les amener. Puis ici, on est quand même dans le temple, je veux dire, de tout ce qui est process industriel. Donc, en l'occurrence, il faut des process industriels, il faut bien les représenter. C'est ce que me demandait monsieur. Est-ce que les cycles de vie sont intégrés? Ils sont intégrés dans l'ensemble des process industriels. Et enfin, ce qu'il faut vraiment faire disparaître le plus rapidement possible, parce que c'est pas efficace, les services publics. Je vais donc intégrer le fret. Ah, voilà, il est arrivé. Donc, quand on dit fret, comprenez bien la partie transport maritime et fret routier. La plus grosse partie étant évidemment le fret routier, le transport maritime. C'est plutôt efficace si on ramène ça par tonnes de marchandises transportées au kilomètre. Les process industriels, ce qui va faire que le monde va changer. Vous avez vu, je vous ai mis ça en gris foncé, entre guillemets. Il faut vraiment changer le truc, là, c'est pas bon. 36 kWh, ça montre quand même que l'industrie a fait déjà énormément d'efforts, en fait. C'est bien sûr moyenné, vous retrouvez l'ensemble des process industriels. Pour certains, ça sera plus compliqué que pour d'autres. Et enfin, les services publics. Le rat à éradiquer, comme on a entendu ce matin, parce que le vrai problème à Paris, c'est les rats. Ah oui, ils sont arrivés là. C'est vraiment le premier enjeu à adresser, quoi. Je veux dire, après l'éclairage. Quand vous avez réglé l'éclairage et les services publics, on se dit qu'on est bien. Mais quand on a dit ça, on a créé la pile de nos donc de consommation moyenne de notre ami Camille. Et on va essayer de faire la même chose. Est-ce que si ça veut bien apparaître, ce sera cool? Ouais. Travaillons sur la prod. Je vous ai mis des puissances installées, à part pour un seul truc, parce que ça n'avait pas de sens de parler en puissance installée, c'est pour la biomasse. C'est un combustible qui brûle, donc plutôt en térawattheure. On va essayer donc maintenant de simuler la pile de droite, l'état actuel. Alors je suis désolé, les puristes me diront « Oh, l'éolien terrestre, vous êtes pas sympa, 17 gigawatts, on est à 18. » Ok, tout a changé. C'était les valeurs d'il y a un an. Selon vous, là, de toutes les puissances installées, sur la pile qu'on va faire de prod, vous pensez que c'est lequel le plus gros de nos blocs? Hydroélectricité. Bon, on tente.
qu'il va falloir que je lui fasse le refresh encore une fois, ou est-ce que ça va marcher du premier coup? A priori. Ah, si, voilà. Si, il est arrivé, il est arrivé. Ah, il est là. Hydroélec. On l'a bien. Deuxième tentative. Biomasse. Vous l'avez remarqué, les énergies renouvelables, c'est quasiment les seules où on parle toujours en puissance installée et rarement en production. C'est la différence entre les watts et les watteurs. Parce que justement, il y a un autre truc qu'on appelle la variabilité. Et là, vous avez raison, c'est que la biomasse, c'est l'un de nos plus gros blocs. Mais je ne veux pas complètement spoiler, j'ai bien dit l'un des plus gros blocs, il y en a peut-être un qui est énorme en comparaison. J'aurais pensé que vous me diriez l'éolien. Alors on est d'accord que j'ai mis l'éolien terrestre parce que vous savez, l'éolien offshore, j'ai anticipé les prochains systèmes de production. Alors l'éolien, je l'ai fait arriver, il est bien là, ça y est, il est là. Ceux qui me disent, bon, non, il n'est pas là, il n'est pas vraiment là. Si, il est là, l'éolien terrestre, il est là. Le solaire thermique, photovoltaïque, toiture au sol, je vais tout mettre en même temps parce que les 2 gigawatts de solaire thermique, franchement, vous n'allez pas les voir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au passage, je vous ai mis un petit truc cadeau. C'est les besoins en matériaux dont on a besoin au fur et à mesure de ces technologies. La question, donc, on est en millions de tonnes, hein, donc j'ai juste fait verre, ciment, acier, béton. La question à la fin, c'est quand on fait des scénarios de prospective, est-ce qu'on arrive enfin à des scénarios en béton? Je crois que l'éolien offshore, on n'en avait pas parlé. Donc j'ai réintégré Saint-Nazaire, mais j'ai intégré plus que Saint-Nazaire, hein, parce que Saint-Nazaire qui vient d'être mis en exploitation, c'est 0,5. Hein, donc j'ai anticipé les programmes en cours qui mettent que 12 ans à sortir, hein, donc ça va aller. Il est bien arrivé, vous l'avez peut-être pas bien vu. Il faut que j'arrive vraiment à l'avoir, c'est tellement fin que j'aurais du mal. Ouais, j'arrive même pas à passer dessus tellement il est fin. Ok, bon, on le voit pas. Et enfin, j'ai tout agrégé. Vous voyez les vagues, les marées. Donc les marées, comprenez que c'est le barrage de la Rance. Et si vous n'avez rien vu arriver, en fait c'est normal. Ouais. Ça c'est la situation actuelle d'un monde sans énergie fossile en France. Donc voici notre consommation d'énergie et voici notre production d'énergie renouvelable. Ça vous donne une idée du gap. On pourrait dire que c'est presque équilibré hein, avec l'épaisseur du trait, ça dépend juste de l'épaisseur du trait en fait. Mais il nous manque un truc. Le truc qui change tout en France. C'est quoi? Le nucléaire. Que ferait-on sans nucléaire? Yep. Voilà. Le nucléaire. Donc là, on a bien tout validé comme données. Donc ça nous a fait cette pile-là. Maintenant, je vais vous mettre le nuc. Celui sans qui on ne s'en sortirait pas. Vous savez, les 61,4 gigawatts de puissance installée. Ah voilà, il est arrivé. Voilà. C'est le bloc orange pour ceux qui auraient un doute, qui se disent qu'est-ce qu'il a vraiment mis. Donc c'est bien nos 61,4 gigawatts de nucléaire, ramenés en kilowattheure par jour et par personne. J'ai pas mis la production de cette année ni celle de l'année prochaine. Avec quasiment la moitié du parc à l'arrêt, pour des décalages de maintenance Covid, pour les problèmes de corrosion sous contrainte. Mais ça charbonne en ce moment pour être capable de régler le problème. Est-ce que j'ai été sympa au point de pousser ça à l'extrême? Ouais, je l'ai fait. Quelle trajectoire possible pour la France? Là, maintenant, je vous projette dans la France 2050. Nous sommes bien le ministère de la Transition écologique et énergétique en même temps, et de la cohésion des territoires, parce qu'il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire que suivant les choix que vous ferez, les bonnets rouges, c'est pour vous. Hein, je vous laisse y aller. Nous, on met juste les valeurs dans le Google Sheet. L'éolien terrestre, 17 gigawatts, selon vous, là, de tout ça, quel va être là où on peut espérer le plus d'ici 2050 en matière de potentiel et réellement possible à faire, quoi? Solaire, plutôt thermique ou photovoltaïque? Photovoltaïque. Voici, alors, en fait, ça, c'est des valeurs qui nous viennent de scénarios, et comme vous le voyez, je ne suis pas dogmatique, c'est-à-dire que je ne suis pas anti-négawatt, parce que je ne suis pas forcément pro-nucléaire ou anti-nucléaire. Je ne suis pas contre RTE, qui a fait un travail magnifique, notamment sur les scénarios prospectifs, et je ne suis absolument pas contre l'ADEME, qui a fait les scénarios de transition, qui sont super intéressants. La seule chose que je suis allé faire, c'est dire dans chacun de ces scénarios, je vais prendre l'hypothèse la plus optimiste d'ici 2050. Et au moins, on ne pourra pas me taxer de pessimisme sur la pile que je vais essayer de mettre en face.
17 gigawatts à 100 gigawatts, c'est dans le scénario ADEME. Macron, quand il passe à Belfort, il annonce 60 gigawatts en 2050. Donc là, ce que vous avez, c'est supérieur à l'espoir. Photovoltaïque toituré au sol, on est aujourd'hui aux alentours de 10 gigawatts entre le toiture au sol et les champs photovoltaïques. Négawatt nous dit 140 gigawatts. Macron à Belfort, c'est 100. C'est juste un facteur 10 hein, en 28 ans. Ça va envoyer sur nos toitures. En biomasse, négawatt, comme normal, comme il sort du nucléaire, forcément, il faut compenser par des autres énergies. Donc, ils font un facteur 2,5. Il faudra s'entendre avec l'ONF pour quand même être capable de renouveler le stock de bois, notamment, qu'on aura sur le territoire. Hydraulique, c'est stable, parce qu'aujourd'hui, à moins qu'on fasse un nouveau TIG et qu'on noie de nouvelles vallées, a priori, on a le potentiel hydroélectrique en France, il est à toc. Certains me diront, ouais, tu peux mettre des petites turbines dans les rivières, ça sera vraiment l'épaisseur du trait. Éolien offshore, alors, encore une fois, quand je dis 4 gigawatts, c'est avec les projets en cours. 60 gigawatts d'ici 2050, il faut envoyer. Hein. Vous voyez déjà comme les gens étaient contents à Saint-Nazaire. Alors, quand on voit ça d'ici, nous, on se dit franchement, on s'en fout. Parce que de l'éolien offshore, a priori en Alsace, il y en aura peu, hein. Même en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, ou alors on attend vraiment le montée des eaux et on se dit on est en futur PACA. Et donc les éoliennes terrestres qu'on a actuellement, c'est devenu de l'éolien offshore en fait. Les vagues, les marées, la géothermie, a priori, l'ADEME nous donne un truc sur les vagues, l'énergie holomotrice. Alors, vous voyez, on passe de rien à 3. Encore une fois, il va falloir booster parce qu'aujourd'hui, c'est même pas des démonstrateurs qui sont valables. Hein. La marée, 3,2 gigawatts, donc on fait 10 fois la rance. Il va falloir avoir quelques extuaires un peu blindés. Et en géothermie, c'est stable pour une raison très simple, c'est que le potentiel géothermie électrique en France, vu qu'on a très peu de haute température, on peut avoir de la géothermie, faire de l'eau chaude, mais pour produire de l'électricité en associant une turbine, le potentiel est très très faible. Il faut le prendre, hein, mais il est très faible. Et enfin, le nucléaire, vous voyez, on est à 61,4 gigawatts. Dans le scénario le plus ambitieux de RTE, on est à 50 en 2050. C'est moins de nucléaire qu'aujourd'hui. C'est le scénario le plus ambitieux, qui demande d'avoir l'autorité de sûreté nucléaire qui fait une prolongation des réacteurs à 60 ans. Vu le sujet actuel, pour l'instant, ils sont plus à dire réparer les problèmes actuellement qu'on va prolonger à 60 ans. Et on a réussi à sortir nos 14 réacteurs EPR d'ici 2050, hein, donc avec une paire d'ici 2035 tous les 2 ans. Hein, c'est ce que nous a annoncé Macron. D'ailleurs, Macron, il a dit aussi qu'il relançait le programme de 4e génération, les réacteurs à neutrons rapides. Ça tombe bien parce qu'il avait fermé Astrid en 2019. S'il n'avait pas fermé Astrid, il n'aurait pas pu dire je relance le programme puisqu'il fallait le fermer pour relancer le programme. Donc il a relancé le programme parce qu'il avait fermé avant. Mais en même temps, ça c'est un truc classique de gouvernement. On avait fermé Super Phoenix à l'époque. Un pas en avant, 2 pas en arrière. J'apprends la salsa en écoutant le gouvernement. On va simuler tout ça ? C'est ambitieux, encore une fois. C'est l'hypothèse les plus optimistes de tous les scénarios. L'éolien terrestre, on va espérer qu'il arrive. Normalement, on est censé le voir un peu plus. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai aussi une pile qui a augmenté juste à côté. C'est la pile de tonnes de béton. Hein. Le solaire thermique, ça sert à rien que j'appuie dessus parce que celui-là, j'aurais pu le mettre pour les quelques gigawatts qu'il a gagné. Là, je viens de mettre photovoltaïque toiture au sol. Comme vous l'avez vu, ouais, là on le voit maintenant. Ça y est, on le voit vraiment. Là. Ça y est, il est arrivé, le PV. Là. L'acier aussi est arrivé d'ailleurs. Alors non, je vous ai pas fait le drapeau. Enfin, je veux dire, c'est pas mon côté reggaeman, quoi. Voilà, c'est beaucoup d'acier, c'est beaucoup de ciment et c'est beaucoup de verre. On a enfin dépassé les 50 millions de tonnes et ça, franchement, c'était un vrai plaisir. La biomasse. Donc la biomasse, hein, on fait augmenter le potentiel. Là, ça s'est plutôt linéarisé sur le potentiel. Normalement, on devrait voir mon bloc vert en plein milieu. Excusez-moi à chaque fois, c'est le temps que les scripts s'emploient, machin, qu'ils me fassent tout plein de calculs. Et donc, dans ce cas-là, je peux même des fois faire des petits refresh. Est-ce qu'il a bien voulu me le mettre ? Excusez-moi, c'est le partage de connexion 4G qui prend un peu cher à certains moments. Voilà. Voilà. Là, on est bien. L'éolien offshore, on passe de quasiment rien à 60 gigawatts. Les facteurs de charge commencent à être un petit peu plus intéressants. Où est-ce qu'il va me le sortir ? Voilà. Ah oui, oui forcément. Il a bien fallu le sceller hein, quelque part. Donc il est là. Voilà, c'est sympa. Ça, je vais tous les appuyer en même temps parce que de toute façon, on va pas les voir. Voilà. Il me calcule tout ça. Ah, la pile a un tout petit peu monté. Hein. Ah, et puis le nucléaire, le problème c'est que je suis obligé de le faire baisser un peu puisqu'on passe de 61,4 à 50. Voilà. Bienvenue en 2050. On a voulu sortir des énergies fossiles. On l'a presque atteint. On a voulu avoir une pile de gauche inférieure à la pile de droite. Presque.
Certains me disent, ouais, mais les énergies grises, c'est pas chez nous, ça pourrait marcher. Ouais, enfin, encore une fois, c'est pour avoir notre mode de vie chez nous, hein. On a quand même atteint les 100 millions de tonnes de béton. Et ça, c'est quand même sympa. On en consomme 13 milliards par an, hein. Pas en France, à l'échelle mondiale. Donc 100 millions de tonnes, c'est que dalle. Mais ça a nécessité quelques arbitrages. Pour avoir parlé avec Fabrice Bonifay, qui est le directeur corpo de Bouygues Energy sur la partie RSE, il commence à penser à se dire comment on va faire des fondations en bois. Parce que le sable, c'est chiant à trouver et ça commence à coûter cher. Même si on peut le gratter au fond de l'eau, mais c'est quand même compliqué. Donc quand on a fait le constat de tout va bien se passer, qu'est-ce qu'on n'a pas vu là-dedans qui aurait pu tout changer? Est-ce que là je suis au bon endroit? Tac, 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 tac. Voilà, j'étais à simulation. Les dernières questions qu'on peut se poser, c'est celle-là, et je conclurai là-dessus. Comment réussir à équilibrer production et consommation? Des leviers sur lesquels on va peut-être pouvoir jouer. Il y a peut-être des actions de sobriété qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de réduire la pile de gauche. Parce que là, finalement, je vais simuler une personne actuellement avec un système productif en 2050. Mais on n'a rien changé à nos modes de vie. Donc, il y a peut-être des actions à mettre en œuvre. Vous n'êtes peut-être pas un persona, vous n'êtes peut-être pas le français moyen. Et ça serait peut-être intéressant de voir, vous qui êtes, j'en suis sûr, toutes et tous beaucoup plus sobres que le français moyen, vous auriez une pile beaucoup plus faible et donc beaucoup plus de capacité à équilibrer les deux piles. Je vous ai fait des hypothèses de production, mais peut-être que vous dites, non, mais il a pris que l'ADEME, Négawatt, RTE. Moi, j'ai d'autres hypothèses de production parce que je travaille dans un secteur qui va faire exploser l'éolien offshore, par exemple. Donc, si vous changez les hypothèses de production, on aurait peut-être besoin de beaucoup moins de matière. Et un autre truc dont on n'a pas parlé, parce que c'est un détail, combien ça va coûter? Notre ami, il est arrivé à un peu plus de 11 tonnes de carbone par an. On a dit la moyenne c'est 10, hein, c'était pas complètement déconnant par rapport à la moyenne nationale. Ce que je vous ai pas dit, c'est combien ça pourrait coûter. Et je vous propose de répondre à l'intégralité de ces questions en 5 mots. Vous les connaissez, ces 5 mots? Non. On aurait pu penser qu'elle apparaîtrait là, mais c'était pour tenir ma promesse. Participer à un atelier Ogre. C'est un atelier que j'ai fondé dans la lignée de la fresque du climat et ça apportera les réponses à toutes vos questions. Ça s'appelle un teaser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette conférence et j'espère avoir quelques éléments pour comprendre les enjeux de l'industrie, mais pas que, et que ça vous aura donné envie de changer tout sur les questions énergie et climat. Et comme je suis un prof de l'ESTA, oui, ça c'est ma com, vraiment, c'est vraiment ma com, mais je crois qu'on a quelqu'un de beaucoup plus important que moi à l'ESTA qui vient conclure la partie communication. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à Aline. Merci. Merci beaucoup Grégory. Alors moi je vais conclure en 2 mots, ne vous inquiétez pas. Donc Aline Husson, je suis directrice développement entreprise à l'ESTA, donc je m'occupe de toute la partie stage et apprentissage. Et finalement pour commencer à avancer sur ces sujets, il vous faut des personnes compétentes, motivées, d'où effectivement ma présence pour conclure cette présentation. Vous l'aurez compris, le challenge est élevé, le challenge est bien présent et donc nos étudiants peuvent vous accompagner. Alors je vois beaucoup de jeunes aussi présents dans ces salles, on recrute également aux salles d'école, donc n'hésitez pas aussi à postuler chez nous. Pour conclure, je parlerai juste d'un événement que nous organisons les 10 et 11 janvier qui s'appelle le CXI Challenge. Le CXI Challenge, c'est un hackathon, un défi d'innovation qui sera réalisé par nos étudiants. Donc pendant 48 heures, ils vont se challenger, travailler sur vos projets. Donc si vous avez des problématiques de transformation de l'expérience client, vous souhaitez faire travailler nos étudiants sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Notre stand est tout prêt, il est à 2 pas ici. Donc le stand de l'ESTA, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir nous questionner. On sera ravis de répondre à vos questions. Encore merci encore une fois à Grégory pour cette présentation qui a captivé tout le monde. Et tu as eu un public quand même très, très riche aujourd'hui. Donc bravo Grégory. Bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir.